Aujourd'hui, Madagascar commémore les 71 ans de l'insurrection qui a eu lieu le 29 mars 1947, une lutte menée au nom du patriotisme pour la libération de la grande île du joug de la puissance coloniale. Et pourtant, actuellement, ce patriotisme s'écarte pour faire place à la corruption. 11 chefs de district ont été limogés hier, selon le rapport du Conseil de gouvernement. Ce sont des chefs districts situés dans des zones jusqu'ici non contrôlées par le parti HVM. Ainsi, les contraintes imposées par le gouvernement, reflétant un calcul politique pour la prochaine élection, se poursuivent. La rencontre des représentants des deux Corées, ils se sont entretenus en vue du sommet qui aura lieu le 27 avril prochain. Les deux pays connaissent un réchauffement de leurs relations depuis les Jeux olympiques d'hiver. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Cool TV. À la une de l'actualité, aujourd'hui Madagascar commémore les 71 ans de l'insurrection qui a eu lieu le 29 mars 1947. Une lutte menée au nom du patriotisme pour la libération de la grande île du joug de la puissance coloniale. Et pourtant actuellement, ce patriotisme s'écarte pour faire place à la corruption. Les détails en images dans ce reportage de Henri Florian. 29 mars 1947 à 29 mars 2018, voici 71 ans que des combattants malgaches ont donné leur vie au nom du patriotisme et de la soif d'indépendance. Une lutte pour la liberté qui a commencé dans de nombreux points à Madagascar. Dans la capitale, comme chaque année, une commémoration pour marquer cette journée a été organisée à Mbudzatouv et au cimetière des anciens combattants. Actuellement, les traces du patriotisme dont a fait preuve ces militants à l'époque s'annihilent. À présent, les dirigeants ne servent que leurs propres intérêts. Il est important que le gouvernement se rende compte de la situation actuelle du pays, d'après un historien. Surtout pour les jeunes qui n'ont pas vécu l'époque de l'insurrection, il est important qu'ils connaissent l'histoire du 29 mars 1947. La génération actuelle doit savoir que la nation a besoin d'efforts, de sacrifices de soi et d'amour. J'espère que cette génération saura rétablir la souveraineté de Madagascar. Quant à ce qui s'est réellement passé en 1947, ce n'est pas seulement aux historiens de rechercher la vérité sur cette histoire, car les historiens ont déjà écrit de nombreux livres à ce propos et fait de nombreuses déclarations, mais sans grand résultat. Ainsi, le gouvernement doit également prendre part à cela, à travers leurs discours ou leur communication avec les ambassades étrangères. D'autre part, les anciens combattants continuent de réclamer leurs droits. Nous nous sommes sacrifiés au cours de cette lutte, prêts à donner nos vies. Et pourtant, actuellement, le gouvernement ne nous accorde pas une réelle attention. Ce que nous espérons, c'est que l'importance accordée à l'hommage rendu aux anciens combattants soit égale à celle accordée à cette journée. Muramang, Manzakanjin, Brikaville, Tuamasen, Vuipen, Mananzar, Nusvark, Ifanadine, Ambustch et Antananarivo, ce sont les zones où les luttes ont été menées à l'époque. Dans la capitale, les dépôts de gerbes pour marquer cette journée se sont déroulés dans le calme et la tranquillité. Comme annoncé précédemment dans les titres, 11 chefs de district ont été limogés hier selon le rapport du Conseil de gouvernement. C'étaient des chefs de district placés dans des zones jusqu'ici non contrôlées par le parti HVM. Ainsi, les contraintes imposées par le régime actuel, reflétant un calcul politique pour la prochaine élection, se poursuivent. Reportage Lili Rabiat. Hier, 11 chefs de district ont été démis de leurs fonctions et remplacés. Il s'agit des responsables au niveau du district d'Imbilbe, Ansranana 2, Marwantsech et Kalamavoun, Tuléar 2, Ankazwaboatsim, Nusvark, Marvoy, Mand, Mahazanga 2 et Soneranvung. Une situation qui soulève des interrogations. D'après les constatations des observateurs,
Les secteurs concernés sont des districts où ont été élus des députés qui refusent le forcing que le régime tente d'imposer par rapport à l'adoption des textes de loi relatifs aux élections. Des députés indépendants et des députés issus du parti MAPAR et du parti VPM-MMM. Un contexte qui reflète le fait que le gouvernement a peur de ne pas pouvoir contrôler la prochaine élection, raison pour laquelle il s'est empressé de renouveler les chefs de district. Le second paragraphe de l'article 14 du projet de loi relative au régime général des élections dispose que la commission locale de recensement des électeurs est composée du premier responsable du FOUCTAN et de 2 à 4 représentants du FOUCTAN, dont le nombre est fixé par la Commission électorale nationale indépendante selon la taille du FOUCTAN concerné. Cette commission locale de recensement des électeurs est soumise au contrôle du démembrement de la Commission électorale nationale indépendante. Cet article démontre que le gouvernement force les chefs du FOUCTAN à intégrer cette commission si auparavant, le représentant de cette entité était déterminé par la population. Pourtant, les chefs des FOUCTAN sont encore sous la tutelle du district. De ce fait, le gouvernement aurait-il procédé au remplacement de ces chefs de district pour garder le contrôle dans ces régions, faute de pouvoir contrôler les représentants qui y ont été élus? Toujours dans l'actualité politique, en plus des différentes branches de la société civile, Ilunser, ou l'Observatoire des médias et de la communication à Madagascar, a également émis son avis concernant les projets de loi relatifs aux élections à travers un communiqué. D'après cette organisation, de nombreux articles dans ces textes sont à rectifier et pour cause, les termes de ces articles sont préoccupants. Un reportage de Michela Ranardzon. Plusieurs dispositions dans les projets de loi relatifs aux prochaines élections doivent être revues d'après le communiqué publié par Ilunser. Des articles que cet observatoire qualifie de suspects et qui pourraient compromettre le traitement équitable et égalitaire de tous les candidats, seul garant d'élections crédibles, apaisées et acceptées par tous. Dans ce communiqué, il a abordé le sujet sur l'Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée. Le gouvernement ne semble pas accorder d'importance à la mise en place de cet organisme, malgré le fait que le contrôle de la communication, d'après ce projet de loi, en dépende. Ilunser a également mis un accent sur l'article 106, portant sur l'interdiction de l'usage du drapeau national, ainsi que de l'interdiction des affiches qui comprennent la combinaison des 3 couleurs blanches, rouges et vertes du drapeau de l'État malagasy, de l'article 110 sur la position des hauts emplois de l'État, stipulant que le temps de parole comprend toute intervention d'un candidat, d'une liste de candidats, d'une entité en faveur d'une option, à l'exception des prises de parole s'inscrivant dans l'exercice d'une fonction publique, ou encore de l'article 118 qui rapporte qu'il est interdit de publier à travers les différents médias les résultats de sondages d'opinion directement ou indirectement liés aux élections et référendums, ainsi que les études et commentaires journalistiques qui s'y rapportent. Ce dernier article va à l'encontre du droit de la liberté d'expression et à l'encontre de la démocratie. Ce ne sont là que des extraits des articles à rectifier dans ces textes. L'Observatoire des médias et de la communication à Madagascar réclame notamment une révision de certains points du Code de la communication et a proposé de doter les médias publics d'un statut particulier, eu égard la mission spécifique de service public lui incombant, distinctement du privé, dont la mission première est de faire du profit. Il invite également l'État à éviter d'agir par voie d'ordonnance, laquelle reste un mode opératoire décuplant les menaces, un geste antidémocratique, une expression de l'abus de prérogatives de puissance publique qui risque de faire sombrer inutilement le pays dans une crise institutionnelle, régressive et dangereuse. Et finalement, Ilunser rappelle à une plus grande considération des réserves de toutes les forces vives de la nation sur ce projet de loi organique afin d'instaurer un climat politique et social plus serein et apaisé et éviter au pays de se précipiter une fois de trop dans une crise électorale. Sur un tout autre sujet, la culture qui tend à favoriser les dirigeants est un frein pour le développement de Madagascar, d'après le débat organisé par la Banque mondiale hier à Anoussi. Il est important que tout le monde prenne leurs responsabilités en main pour forger l'avenir du pays, selon les explications. La route à suivre est encore longue, toutefois le périple est réalisable. Lily Rabiata. Des problèmes sur le plan économique, social et culturel, un taux élevé de corruption, un écart non négligeable entre les différents niveaux de vie, l'importance accordée aux intérêts personnels de certains. Les participants au débat, organisé par la Banque mondiale hier, n'ont pas mâché leurs mots en parlant de Madagascar et de son avenir.
Ces problèmes ont marqué les différents régimes successifs et sont un obstacle au développement, d'après les explications. Depuis 60 ans, l'échec est patent. Les milliards de dollars de la prétendue communauté internationale ont servi à des expériences successives qui se ressemblaient et qui aboutissaient aux mêmes conséquences, c'est-à-dire un appauvrissement continu de la population, l'enrichissement scandaleux d'une minorité, l'égalité se creuse, la corruption s'affiche, l'insécurité s'étend. Pourquoi ? Le pouvoir et le contrôle de la démocratie sont détenus par une minorité, toujours d'après les explications. En général, le pays est dirigé en fonction de l'intérêt de particuliers. Reformer la gestion du pays, de manière à ce que chaque citoyen puisse participer au développement, serait une solution. Je pense qu'il faudrait donc penser à cette refondation de l'État, ce besoin d'État, avoir un État fort, un État présent sur l'ensemble du territoire, un État présent en matière de services publics, un État donc qui puisse offrir des besoins essentiels à l'ensemble de sa population, donc l'éducation. Si on veut donc le futur de Madagascar passera par l'éducation, donc renforcer les systèmes éducatifs, bien sûr au niveau primaire, au niveau universitaire. Il faudra avoir de vrais partis politiques avec des projets, une formation de militants, donc un engagement partisan. Donc j'ai déjà parlé d'éducation, de sensibilisation, et bien sûr les citoyens qui sont l'institution la plus importante au sein d'une démocratie. Donc il faut que les citoyens également s'engagent. Le taux de corruption, l'insécurité, l'écart entre les niveaux de vie augmentent. Le développement économique ne se reflète pas dans le quotidien de la population. Seule une poignée de personnes en profitent. C'est ce qui se passe actuellement à Madagascar. Le développement du pays dépend de la responsabilité que chaque citoyen est prêt à prendre, d'après les participants à ce débat. Dans l'actualité sociale, la Semaine Sainte, semaine précédant la célébration de la Pâque, est une période importante pour les chrétiens. Le jeudi saint, date à laquelle ils commémorent l'institution par Jésus-Christ du sacrement de l'Eucharistie lors de la Cène, dernier repas pris avec ses disciples, marque particulièrement cette période. D'autre part, le carême, qui est une période de jeûne et d'abstinence de 40 jours pour les catholiques, prendra fin ce jour. Toutefois, c'est aujourd'hui que commence le Triduum pascal, période de 3 jours pendant laquelle l'Église célèbre la passion, la mort et la résurrection de Jésus et qui s'étendra jusqu'aux vêpres du dimanche de Pâques. Passons maintenant aux actualités à l'international. Des centaines de personnes réunies à Tèbres pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de l'Aude, une cérémonie présidée par le Premier ministre Édouard Philippe. Qui étaient ces victimes? Les réponses dans ce reportage de France 24. Touché, un viticulteur à la retraite et un ancien maçon. 3 personnes ordinaires qui vaquaient à leurs occupations quotidiennes avant de mourir soudainement lors des attaques à Carcassonne et à Trèbes vendredi matin. Jean Mazière est la première victime. Ce viticulteur à la retraite de 61 ans a été tué par balle avant que l'assaillant ne s'empare de son véhicule à Carcassonne. Marié et père d'un garçon de 19 ans, il était très apprécié dans son village de Ville-du-Ber. C'est quelqu'un sur qui tout le monde pouvait compter, qui était toujours présent quand on avait besoin de lui, très impliqué, notamment depuis sa retraite dans le comité des fêtes où il était toujours présent. Quelqu'un qui avait du savoir-vivre, quelqu'un de bien, quoi. Voilà, un bon vivant, qui aimait la vie et qui malheureusement est parti trop tôt. À Trèbes, tout le monde connaissait Christian Medves. Cet homme de 50 ans était le boucher du supermarché où a eu lieu la prise d'otage. Lui aussi était marié et père de 2 filles. La ville est encore sous le choc de sa mort. Christian, voilà, il n'aurait pas dû partir, c'est un grand monsieur et tout le monde, il nous manquera, quoi. Il avait la joie de vivre, moi quand j'allais le voir, c'est pareil, toujours bonjour, toujours le sourire et c'est pas normal ce qui est arrivé, c'est pas normal, on ne le méritait pas. On est tous concernés, vous, moi, tous. Enfin, on n'a pas tué les gens comme ça, quoi. Enfin, ça veut dire quoi, ça, au nom de qui, quoi? Selon les habitants, c'est dans ce supermarché que tout le monde allait faire ses courses. Vendredi, Hervé Sosna, un ancien maçon de 65 ans, était l'un des clients. Il se rendait dans le magasin 2 fois par semaine avant d'être tué. Son demi-frère l'a décrit comme un grand amateur de littérature et de poésie.
La rencontre des représentants des deux Corées, ils se sont entretenus en vue du sommet qui aura lieu le 27 avril prochain. Les deux pays connaissent un réchauffement de leurs relations depuis les Jeux Olympiques d'hiver. Reportage France 24. Les deux Corées sont tombés d'accord pour un sommet, vous l'avez dit, le 27 avril. La rencontre aura lieu sur la frontière ultra-militarisée, dans un bâtiment situé côté sud, à quelques mètres seulement de la ligne de démarcation. Ce sera donc techniquement la première fois depuis la division de la Corée qu'un dirigeant du Nord mettra le pied côté sud. Ce sera aussi le premier sommet intercoréen depuis 11 ans. Les deux premiers sommets avaient eu lieu à Pyongyang. Le contenu des discussions à venir entre Kim Jong-un et son homologue sud-coréen Moon Jae-in n'a pas été dévoilé, mais le chef de la délégation sudiste, le ministre de la réunification, Cho Myong-gun, a déclaré que ce futur sommet sera, je cite, le début d'un grand voyage pour dénucléariser la péninsule et apporter la paix. Début de semaine, lors de sa visite surprise à Pékin, Kim Jong-un a affirmé son engagement en faveur de la dénucléarisation de la péninsule, mais qu'en réalité, il utilise une formule qui n'est pas vraiment nouvelle. L'expression signifie pour le régime que la Corée du Sud et le Japon ne doivent plus être protégés par le parapluie nucléaire américain et que les troupes américaines doivent se retirer de Corée. Autant de demandes absolument inacceptables pour Séoul et Washington, ce qui laisse présager des négociations pour le moins difficiles. Ce sommet fin avril permettra donc d'en savoir plus sur les intentions réelles du régime avant cette rencontre fin mai entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump, une rencontre dont ni la date ni le lieu n'ont encore été définis. Avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Aujourd'hui, Madagascar commémore les 71 ans de l'insurrection qui a eu lieu le 29 mars 1947, une lutte menée au nom du patriotisme pour la libération de la grande île du joug de la puissance coloniale. Et pourtant, actuellement, ce patriotisme s'écarte pour faire place à la corruption. 11 chefs de district dans des zones jusqu'ici non contrôlées par le parti HVM ont été limogés hier lors d'un conseil du gouvernement. Ainsi, les contraintes imposées par le régime, reflétant un calcul politique pour la prochaine élection, se poursuivent. Et enfin, les représentants des deux Corées se sont entretenus en vue du sommet qui aura lieu le 27 avril prochain. Les deux pays connaissent un réchauffement de leurs relations depuis les Jeux Olympiques d'hiver. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.